Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous remercie sincèrement d'être très nombreux. On ne s'attendait pas à autant de public un lundi soir, mais la présence d'un grand écrivain, évidemment, fait que la salle est pleine. Et merci à vous d'être là. Je suis vraiment très, très heureuse d'ouvrir cette première soirée, cette première rencontre de la rentrée, parce que nous n'avons pas encore ouvert les rencontres du musée d'Appert. D'habitude, c'est vrai que nous ouvrons une nouvelle exposition beaucoup plus tard dans l'année, à peu près au mois d'octobre, et nous avons décidé de prolonger l'exposition actuelle Chefs-d'œuvre d'Afrique, en hommage à Michel Levaux, pour qu'elle soit vue par beaucoup plus de visiteurs. Et je crois que ce sont des chefs-d'œuvre incontournables. Et si vous n'êtes pas encore allé la voir, s'il vous plaît, allez voir les chefs-d'œuvre de Dapper. Ce soir, nous avons choisi d'ouvrir ces rencontres avec un invité de marque. Patrick Chamoiseau nous fait l'honneur d'être avec nous. Patrick Chamoiseau, bonsoir. C'est un très grand plaisir de vous accueillir ici, au musée d'Appert. On se connaît depuis très très longtemps, j'ose pas dire combien d'années. Et pour moi, c'est une grande émotion de pouvoir vous voir ici, dans ce lieu qui donne une voix, une visibilité aux cultures de l'Afrique et de la Caraïbe. Votre dernier roman, La matière de l'absence, qui vient de paraître aux éditions du Seuil, a une force symbolique pour nous, mais aussi, je dirais, c'est la force, c'est la parole, c'est la réflexion d'un grand écrivain. Bien sûr, vous évoquez l'histoire des Antilles, mais au-delà de cette histoire-là, c'est une plus grande histoire que vous interpellez, que vous malmenez parfois. Vous nous direz comment et pourquoi. Avec Valérie Marin-Lamellé, bonsoir. Valérie, vous êtes journaliste au Point, critique littéraire, vous vous intéressez aussi aux arts, vous êtes vous-même auteur et vous êtes souvent présente chez Dapper pour animer nos rencontres littéraires. Je vais vous laisser la parole, mais avant de quitter ce plateau, je vais remercier Yasmina Ouyoufat, qui est comédienne, et qui va nous donner à entendre des extraits de textes de Patrick Chamoiseau. Je ne serai pas plus longue parce que le temps nous est compté. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée. Bonsoir à tous, bonsoir Patrick Chamoiseau, merci d'être avec nous. Je ne sais pas si justement vous avez eu le temps d'entendre cet air de jazz de Thelonious Monk qui vous accompagnait dans votre installation dans la salle. Et c'est un clin d'œil au jazz et aux rencontres nées à la fois de l'esclavage et de l'improvisation un peu forcée qui vous a inspiré de très belles pages dans La matière de l'absence, donc votre dernier roman, et non livre et non pas roman, on aura peut-être l'occasion d'en parler, paru aux éditions du Seuil. Et votre premier livre, Patrick Chamoiseau, Chronique des 7 misères, a paru lui en 1986, ce qui fait que nous fêtons un anniversaire littéraire de 30 ans déjà. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Et oui. C'est un livre, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais c'est un livre en tout cas qui vous rassemble et qui nous rassemble autour de votre œuvre à partir d'un travail, me semble-t-il, de plusieurs deuils réussis. Il fait référence à vos livres antérieurs, il fait référence à Une enfance créole, le cycle donc autobiographique de l'enfance, dont on retrouve d'ailleurs des personnages. Il fait référence aussi à L'esclave, vieil homme et le molosse. Il fait référence aux 9 consciences du mal fini, et encore à votre dernier livre, L'empreinte à Crusoé. Et il s'en distingue par peut-être un engagement de votre personne plus palpable dans l'écriture. Je ne sais pas si on peut parler de la matière de votre présence, mais en tout cas, c'est un Patrick Chamoiseau qui dit « je » un peu plus fortement que d'habitude, ou alors c'est peut-être une impression. On verra cela. En tout cas, La matière de l'absence entrecroise d'une manière polyrythmique plusieurs mémoires. Celle de votre mère qui a disparu le dernier jour de l'année 1999, donc il y a bientôt 16 ans.
Et cette maman, cette Ninotte, vous faites d'elle un portrait absolument magnifique à partir de la reconstitution de scènes extraordinairement vivantes, familiales, culturelles. Ce geste, par exemple, de mettre les draps à l'embellie. Vous prenez aussi appui sur tous ces objets familiers. Si on avait eu ici une paire de ciseaux, il vous aurait instantanément fait penser à votre mère qui avait l'originalité de porter des boucles d'oreilles en forme de ciseaux. Et en même temps, avec ces souvenirs-là, vous replongez dans cette enfance, mais vous déroulez en parallèle le récit de ces funérailles qui, bien entendu, ont donné l'occasion à la grappe familiale de se réunir autour de la disparue. Disparue, c'est le mot aussi qui vous paraît le plus juste, la disparition d'un être. Alors ça, c'est pour la mémoire donc intime. L'autre, c'est celle plus collective, à la fois du lieu Martinique, où vous avez vu le jour en 1953 et où vous vivez toujours, au Lamentin. C'est la mémoire du peuple antillais et plus vastement caribéen. Christiane Fallegret-Levaux faisait allusion à cela, avec ses us, ses coutumes, ses rituels, et en remontant à l'élément fondateur de la traite et de ces traces toujours présentes et jusque dans l'actualité de l'art. Et ce serait le troisième point, qui serait justement celui de la création, puisque votre livre est aussi, il suit aussi cette mémoire, disons, poétique, c'est-à-dire celle des autres grands disparus, que sont par exemple Édouard Glissant et avant lui Aimé Césaire. Ce seraient les noms phares de ce pays que vous disiez dans je ne sais plus quel livre, ce petit pays hautement littéraire. Et voilà, Aimé Césaire et Édouard Glissant. Donc, ces chemins d'écriture que nous avons, comme ça un petit peu décrits, entremêlés, ils éclairent fondamentalement nos temps qui sont très obscurs, nos peurs, nos enfermements maladifs, dont vous restez le témoin engagé. Je citerai notamment le manifeste co-signé avec Édouard Glissant, « Quand les murs tombent », mais aussi l'intraitable beauté du monde, et on verra comment les murs et la beauté ne sont pas forcément ennemis. Et justement, je laisse à Yasmina Oyufat, qui nous fait le plaisir de vous lire ce moment de nous lire quelques lignes de votre livre en introduction. Quand le monde a fait tout monde, il a rejoint sa propre complexité. Une conscience monde se constitue, scintillante de chacune de nos consciences individuelles, lesquelles ont désormais intégré le désir imaginant de cette totalité. Cette conscience monde que nous habitions et qui nous habite, qui nous fait et que nous faisons, nous assigne à l'obligation de vivre en relation dans une disponibilité ouverte, erratique, imprévisible, avec tout le divers du monde et du possible imaginable. Ce qui est extrêmement difficile et qui nous semble de prime abord un parfait impossible. Mais voilà, devant ces impossibles ou ces impensables, l'artiste est là avec ses lucioles. Il appelle à participer. Ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt participer à cette rencontre, Patrick Chamoiseau. Mais je voudrais terminer cette introduction en disant que j'aimerais beaucoup que de ce dialogue auquel le public sera invité à participer lui aussi plus largement que d'habitude, qu'au-delà de ce dialogue surgisse non seulement la beauté de votre livre, qui ne s'appréciera pleinement qu'à sa lecture, mais cette dimension utile, pour ne pas dire indispensable, de la matière de l'absence. Autrement dit, que chacun ressorte avec la certitude d'en avoir besoin de ce livre, et ce n'est pas du tout un argument commercial, je le promets. Voilà, donc on va commencer par ce premier axe qui est celui de la mémoire intime et qui nous fait revenir au point de départ de nouveau avec un extrait de votre livre de Yasmina. Le téléphone sonne dans le petit matin. C'est la baronne qui alerte tout le monde. La nouvelle n'est pas une surprise, mais une totale aberration de possible impossible. C'était prévu
et c'était impossible. C'était souhaitable, c'était inacceptable. C'était dans l'ordre des choses, tout en s'érigeant en abomination. Dessous cet écartèlement, le recours est d'imaginer que mon ninote respire enfin un oxygène naissant, celui de la délivrance, de l'aisance du repos, des petits sirops du « donnez-moi ma paix ». Cela nous aide à contenir la spirale aspirante et l'abîme qui s'installe. Dans le petit jour, des oiseaux entament leur vitalité coutumière. Il faut se dire qu'ils chantent la lumière, qu'ils l'appellent, la confortent, la disséminent aux quatre vents pour le bien-être et pour l'espoir de tous. Pourtant, le monde qui se dégage des ombres semble vouloir ignorer la nouvelle et continuer son nous. C'est la baronne qui donne l'alerte. La mort nous est devenue le soleil de ce jour, mais les oiseaux continuent de chanter. Alors, Patrick Chamoiseau, on est au seuil de l'année 2000, mais à quel moment vous êtes-vous décidé à consacrer un livre à cette absence, à l'absence de mon ninote? D'abord, pour être honnête, je dirais que je n'y avais pas pensé. Je n'y avais pas pensé. C'est quelque chose qui a cheminé en moi et je reconnais que c'est René Tsekati, mon éditeur au Seuil, qui il y a quelque temps m'avait dit « mais tu devrais avoir quelques souvenirs d'enfance qui subsistent quelque part dans ton esprit, donc si tu as ce texte, je suis preneur ». Et c'est lui qui m'avait demandé d'écrire En temps d'enfance et toute la trilogie sur l'enfance. Donc du coup, lorsqu'il a fallu écrire sur mon enfance, je me suis aperçu qu'il n'en restait rien et que la fin de l'enfance, c'était la mort de la mère. Et la mort de la mère, à ce moment-là, je me suis rappelé un peu ces moments de l'annonce, le jour où nous apprenons la mort et l'instant que nous avons vécu tous rassemblés autour de sa dépouille. Et je me suis aperçu que cet instant avait été effacé. Je l'avais vécu avec une intensité absolument incroyable. Quand on est précipité comme ça, avec une perte tellement intime qui structure tout ce que vous savez de la tendresse, de l'amour, de la compassion, du soin porté à l'autre, lorsque ça disparaît, ça crée comme une grande partie de vous qui s'en va, ce qui fait qu'on est totalement en alerte, tous les sens sont éveillés. Le seul sentiment, en tout cas la seule situation qui serait équivalente, c'est quand on tombe amoureux. Quand on tombe amoureux, tout est exacerbé. Et dans cet instant-là, on était véritablement dans une mise en alerte totale. Et pourtant, malgré la mise en alerte, l'événement nous avait échappé, l'instant nous avait échappé. Nous étions dans un mélange d'attention et de stupeur, de vigilance et d'aveuglement. Enfin bon, c'était très, très particulier. Et là, il y avait quelque chose qui s'était produit, qui m'avait modifié, qui m'avait enrichi, qui m'avait malmené et que j'avais traversé je ne sais comment. Donc, pour retrouver cette fin d'enfance, et là, véritablement, je me suis dit, mais c'est là que ça se termine, c'est véritablement la fin de l'enfance, parce que quand la mère s'en va, on n'a plus la possibilité d'aller en arrière, on peut plus, quand on est là, on a encore le bébé, on a encore l'enfant, on a encore des gestes, on a des attitudes, on a un refuge, mais quand elle n'est plus là, il y a comme un abîme qui s'ouvre, et cet abîme ne vous laisse que ce qu'elle vous a laissé et ce que vous êtes devenu. À partir de là, il y a quelque chose qui doit se produire. Et tout le travail a été, pour moi, de comprendre ce qui s'était passé à ce moment-là, et à partir de cette compréhension, de comprendre ce que ça avait signifié dans ma vie. Alors, l'autre élément qui m'a été très, très important, c'est que j'ai toujours considéré, je me suis toujours posé la question de la perte des rituels, de l'absence de rituels. Dans les communautés archaïques,
le développement psycho-affectif était accompagné par, bien sûr, il y a tout le corset symbolique, les cosmogonies, les mythes, etc. Mais le cheminement de la petite conscience ou le cheminement psycho-affectif de l'enfant, du jeune adulte, était rythmé par un certain nombre d'initiations. Ce sont des seuils, des moments importants où il y a un avant, il y a un après, on grandit, on change de niveau de perception, on change de niveau d'implication dans la communauté. Donc la communauté vous accompagnait. Et la communauté a toujours été très, très présente au moment de la mort. Et le plus grand déploiement de systèmes symboliques, de rituels, de beauté, de prières, de chants, de créativité, a été pour Sapiens quand il a pris conscience de la mort de l'autre, de sa propre mort et de l'existence de cette aberration. Chaque fois qu'une mort survenait en face de la conscience réflexive de Sapiens, c'est comme brusquement une fenêtre s'ouvrait sur l'inconcevable, l'impensable. Et là, on a un grand vertige de néant qu'on est obligé de remplir avec toute espèce de mobilisation. Et ce moment-là était accompagné par les rituels et par les initiations. Seulement dans notre époque moderne, avec la laïcisation de nos esprits, le recul des petits mystères, les progrès de la science, je dirais l'empire de la rationalité raisonnante, cette volonté que nous avons d'essayer de regarder les choses en face, entre guillemets, et de contempler ce qui peut-être n'a pas de sens, ça nous laisse d'une certaine manière assez démunis en face de ce moment qui reste quand même un moment traumatisant. C'est-à-dire que le progrès ou l'élévation du niveau de conscience auquel nous sommes parvenus n'a pas effacé ce que représente la mort pour chaque individu. Chacun de nous, à un moment donné, on a un être qui nous quitte, un être que nous aimons, qui est important pour nous. Ça peut être la mère, mais ça peut être un frère, ça peut être une femme qu'on aime, ça peut être un enfant, ça peut être un ami. Il y a des choses comme ça qui se font et qui continuent de rythmer le développement psycho-affectif et puis le cheminement de la conscience. Et je me suis aperçu qu'il y avait eu là, au moment de la mort de ma mère, l'ouverture totale d'un abîme. Un abîme que je n'étais pas le seul à percevoir et à connaître, mais tous mes frères et sœurs le percevaient, le connaissaient chacun à sa manière. Ce qui fait que nous étions tellement désemparés que le premier réflexe a été de faire ce que j'ai appelé la grappe, c'est-à-dire la vieille fusion enfantine, redevenir les enfants. On l'a reconstitué autour du corps. Mais ça, c'était la première étape. Mais je me suis aperçu aussi que ce vaste abîme qui s'ouvre et en face duquel on est obligé de se tenir debout, de recommencer, de voir ce qui tombe, de voir ce qui reste, de se remettre en question, de mobiliser tout ce qu'on est, c'est quelque chose qui a existé dans toute l'histoire de l'humanité, dans l'histoire d'Homo sapiens. Donc du coup, l'abîme me renvoyait à l'histoire de l'espèce. Mais là, je vous fais une petite interruption. Mais me renvoyait aussi aux communautés antillaises, avec tous les abîmes inauguraux, d'une certaine manière, que nous connaissons, avec la cale du bateau, l'esclavage et toutes les atrocités coloniales. Oui, pardon, je vous ai interrompu un peu brutalement, mais pour deux raisons. La première, c'est d'expliquer au public, qui ne le sait peut-être pas, pourquoi vous parlez de sapiens au lieu de dire l'homme, les hommes, l'humanité. Oui, pourquoi vous dites sapiens? Je dis sapiens parce que c'est véritablement ce qui m'intéresse à ce moment particulier, hein, que cette créature qui, à un moment donné, a un développement cognitif tellement, une sorte de mutation psychique, je ne sais pas de quoi il s'agit, qui fait que, brusquement ou progressivement, il a conscience de lui-même, il a conscience du monde, il atteint une perception qui est assez extraordinaire dans le monde des vivants, et cette perception constitue quelque chose de très original, en tout cas constitue ce qui allait donner notre lignée particulière. Donc, autour de tous ces hominidés qui disposent de niveaux de conscience différents, à différents niveaux, il y a ce surgissement important. Et l'idée de Sapiens me semble tout à fait précieux à désigner, parce que là, je désigne un moment où la conscience réflexive apparaît. Elle découvre dans un émerveillement total la beauté du monde, la splendeur du ciel, la splendeur du vivant, l'infinie variété du possible et de l'existence. Elle découvre sa propre existence et en même temps, elle est terrifiée par le fait qu'elle ne comprend pas. Et cette conscience va se mettre à dresser des paravents
devant cette terreur que représente le fait de ne pas pouvoir expliquer le ciel, la nuit, les mouvements des astres, la brutalité des animaux, la mort, enfin bon, tout ce qui va frapper et terrifier la conscience de Sapiens. Et dans ce mélange d'émerveillement et de terreur, Sapiens va produire tous les systèmes symboliques, tout l'esprit magique, toutes les cultures, tous les rites, tous les symboles, les diables, les dieux, enfin une créativité absolument fabuleuse. Et ce moment-là, au moment où la terreur émerveillée survient dans la conscience de Sapiens, c'est pour moi l'instant le plus puissant de créativité humaine. Et cet instant-là, d'une certaine manière, nous le portons en nous. Et lorsque je me suis retrouvé devant le désastre que représentait la disparition de ma mère, une disparition qu'on attendait, on n'a pas été surpris, mais en même temps, bon, l'abîme s'ouvre. J'ai compris d'une certaine manière que je récapitulais un peu de l'histoire humaine et que ce que je vivais là, des millions de personnes, de millions d'êtres, des millions de vivants l'avaient vécu et avaient fait quelque chose avec et s'en étaient sortis avec tous les rituels communautaires. Mais l'autre élément, c'est que cet abîme me renvoyait aussi à l'histoire de la communauté antillaise. J'aime pas tellement le terme de communauté, mais disons des pays antillais, des présences antillaises, des présences créoles américaines, avec comme lieu de fondation la traite négrière, avec comme espace créateur ou générique ou génésique la cale négrière, avec cet espace fondateur d'une certaine manière qui a été la colonisation, tout ce qui s'en est suivi, ce déshumain systématique de l'être humain. L'esclavage aux Amériques n'est pas l'esclavage antique, ce n'est pas un statut juridique, c'est une damnation ontologique qui va être inscrite dans le noir. Et même lorsqu'on était libéré, on portait la charge, on pouvait être affranchi et on continuait à porter cette charge. Et jusqu'à aujourd'hui, le phénotype le plus décrié dans le monde, c'est le phénotype nègre. Donc on voit bien que là, il y a une frappe extraordinaire, un abîme, une sorte de mort symbolique de tout ce que peut être un être humain qu'il a fallu, d'une certaine manière, confronter et affronter. Donc c'est paradoxal, mais cet intime de petite famille, ce que nous vivons comme ça à notre échelle, rejoignait des préoccupations que j'avais, moi, en tant qu'artiste martiniquais, me préoccupant de tous les silences qui existent dans l'histoire antillaise, de toutes les absences qui constituent le lieu colonial, tout ce que l'histoire coloniale ne raconte pas, tout ce que les monuments coloniaux ne disent pas, tout ce que je dirais la glorification dominante ne porte pas, ce mystère que représente le fait de relever à la fois le monde amérindien, de l'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé, cette anthropologie du mélange, de la synthèse, de la rupture. Je m'étais beaucoup interrogé sur ces réalités-là pour comprendre ce que nous étions. Et là, on fréquente beaucoup l'absence, on fréquente du vide, on fréquente des choses qui sont obscures. Et cette fréquentation s'est immédiatement cristallisée autour de cette immense absence que créait brusquement la disparition de ma mère. Donc, en fait, le lien était pratiquement naturel et évident. Et avant justement de faire entendre un petit passage qui fait tout à fait sentir ce que vous venez de décrire, je voulais quand même savoir... dans le dialogue que vous entamez avec votre sœur aînée, la baronne, que votre père appelait la baronne, et elle a gardé ce surnom, vous arrivez à décontracter la situation d'une part, et d'autre part à créer une intimité, c'est-à-dire on vous voit tous les deux, et puis vous avez ce jeu dont je parlais au début, qui est une espèce d'intime dévoilé. Alors évidemment, vous vous entourez bien de la mémoire antillaise, vous n'allez pas faire une autofiction, mais il y a quand même quelque chose de votre intime qui est là plus... c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais il faut encore le vérifier et que vous ayez eu soit envie, soit tout d'un coup vous soyez autorisé, même si c'était peut-être pas interdit. En tout cas, c'était pas forcément la marque de votre œuvre précédemment. Non, parce que lorsqu'on est confronté à une perte comme celle-là, qui est une perte intime, on est tout seul en face. Et ce que ça révèle, c'est vous-même. Et c'est vrai que les littératures antillaises ont plutôt été des littératures de construction identitaire, de clarification culturelle, de clarification identitaire. Nous avons passé beaucoup de temps à construire le nous. Qui nous sommes, quels sommes-nous? Et ça a donné
je dirais, une ligne dominante. Mais quand on regarde bien, par exemple, si on prend Césaire, si vous lisez attentivement Césaire, vous verrez qu'au départ, on a le nous collectif, quoi, la grande parole césarienne, le grand cri du cahier de retour au pays natal. Mais quand vous arrivez à Moi Laminaire, là, on a un être humain qui est confronté à ses échecs, qui est confronté à ses angoisses, à ses abîmes, à ses amours, à ses tristesses, à ses espérances. Et on s'aperçoit que, paradoxalement, l'épique, c'est-à-dire cette construction communautaire de la littérature antillaise qui explorait le nous, était aussi portée, travaillée, irriguée par une construction individuelle qui était tenue à basse intensité, ou alors que nous ne voyons pas. Nous n'étions pas à la recherche d'individualité à l'époque, nous sommes plutôt à la recherche de création. Qui sommes-nous et à comment on peut appartenir, comment on peut se définir quand on est constitué d'une mosaïque aussi fluide, aussi extraordinaire. Et ça c'est important parce que ça permet de comprendre quelque chose qui est fondamental dans la construction je dirais, de la présence antillaise ou créole américaine au monde. Lorsque l'esclave, le captif africain, est plongé dans la cale du bateau négrier, toute sa structuration psychique donnée par la communauté s'effondre. C'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve dans une cale comme celle-là pendant plusieurs semaines, aucun dieu, aucune cosmogonie, aucune genèse, aucune prière, aucun fétiche, aucune scarification, rien ne peut expliquer ce qui se passe là. Et là, on avait une mortalité qui était absolument terrible parce que toutes les certitudes psychiques étaient explosées. Et ceux qui parvenaient à se reconstruire, ce sont ceux qui, dans les vastes décombres qui brusquement se constituaient autour d'eux et en eux, ils pouvaient malgré tout articuler quelque chose qui était de l'ordre du désir, presque innommable, presque informulable, presque indicible, quelque chose qui les habite et qui relève de la volonté farouche de vivre et qui vous renvoie aux énergies élémentaires de la vie. Donc ils parviennent à survivre, ils sortent, mais ceux qui descendent, et c'est Glissant qu'elle explique, ne sont plus des Africains. C'est-à-dire que ils ne débarquent pas avec une connaissance, une cosmogonie complète, ils débarquent avec des traces, avec des dieux, des débris de dieux, des traces de langue, des bouts de rituels. Ils ne viennent pas comme les autres migrants avec des valises et des bibliothèques, ils viennent avec leur peau, avec leur corps, ils ont été dénudés, ce sont des migrants nus et ils doivent renaître avec ça. Et ça, c'est important parce que quand la résistance va s'organiser et qu'il faudra, je dirais, récupérer l'humain, c'est-à-dire quand ils vont commencer à contester la négation qui était faite de leur humanité et qu'il faudra dire tout doucement, non, c'est pas possible, je n'accepte pas ça, je recommence. Ils ne recommencent pas de manière communautaire, ils ne recommencent pas avec des cosmogonies complètes, ils n'ont pas des rituels écrits sur des petits papiers, ou ils n'ont pas de maître de cérémonie qui rappelle la tradition. Chacun doit, d'une certaine manière, retrouver une archive très singulière qui se trouve dans son propre corps. Ce qui fait que le premier résistant, celui qui va contester de la manière la plus déterminante, la plus silencieuse, la plus invisible, mais la plus déterminante, le système esclavagiste, va être le danseur. Quand on danse, on restructure l'espace, on recompose le monde. Les gestes, et les gestes sont importants dans toutes les traditions antillaises. En créole antillais, on dit quand on dit de quelqu'un qui a fait geste, c'est-à-dire qu'il fait de la magie. Faire un geste, c'est jeter comme un pouvoir magique sur le monde et à partir du geste, essayer de restructurer le monde. Donc le danseur va essayer de recomposer un autre monde en structurant l'espace. Mais la danse, c'est aussi la structuration de soi. Donc avec tout ce qu'il va trouver dans la mémoire des chairs, de la mémoire du sang, la mémoire, tout ce que les rituels, les anciens ordres sacrés avaient inscrit dans le plus profond de sa chair, il va récupérer ce qui en reste, tout ce qui subsiste, et puis il va sculpter une conscience, une volonté, un désir, une intention. Il va résister au déshumain. Et la danse va amener, bien sûr, le tambour avec toute la polyrythmie africaine. Et la danse va amener, avec la musique du tambour et la polyrythmie, il va amener le chanteur. Donc on voit déjà, et c'est marrant parce que quand on voit les chroniqueurs qui visitent les plantations esclavagistes, ils disent « Ah, mais ils sont bien quand même, les nègres, parce qu'ils dansent, ils chantent tout le temps, etc. » Ils ne se rendent pas compte que là, on a un processus de reconstruction. Mais ce qui est le plus fondamental, c'est que lorsque le chanteur va apparaître, qui lui aussi va contester par la réhumanisation,
il va donner naissance au premier littérateur, au premier écrivain, ça va être le conteur. Le conteur vient directement du chanteur. Et d'ailleurs, en créole, quand on ne dit pas « je vais vous dire un conte », on dit « je vais vous chanter un conte ». Ce qui fait que la matière de l'absence, c'est un chant, c'est pas un roman, c'est presque un chant. S'il fallait chercher une classification, je dirais que c'est un chant. Et le conteur, lorsqu'il va prendre la parole, qu'il va chanter une autre histoire, une autre explication de la réalité, un autre décodage de la réalité, d'autres impulsions collectives, il va créer une communauté et il va parachever la résistance. Et ça, c'est important, mais on s'aperçoit que ce qui va se produire, c'est que le danseur, lorsqu'il va essayer de récupérer, se sculpter lui-même et resculpter le monde autour de lui, il n'a pas de partition donnée par une communauté quelconque. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de grand ougan, il n'y a pas de griot qui lui explique. Il va faire quoi? Il va improviser. Il va improviser, comme le chanteur va improviser, comme le conteur va improviser. Et c'est pourquoi, lorsque vous examinez toutes les musiques antillaises, la salsa, la biguine, le reggae, tout ce que vous pouvez, et bien sûr le jazz c'est quoi? C'est bien sûr la polyrythmie, la puissance de la polyrythmie qui déconstruit pratiquement tout l'ordre du fixe. La polyrythmie, c'est des ruptures, des accélérations, des renversements. Donc, on déconstruit toute la fixité du monde. Et sur cette fixité, il n'y a plus qu'à exprimer quelque chose qui est de l'ordre individuel. Ce qui fait que l'improvisation, c'est l'expression d'une plénitude individuelle. C'est une construction solitaire, ce n'est pas une construction communautaire. Et les cultures antillaises, dans leur résistance, sur des constructions individuelles. Ce qui fait que, d'une certaine manière, tous ces résistants, ces danseurs, ces tambouillés, ces chanteurs, ont dû faire ce que j'ai dû faire, moi, devant l'abîme qui s'ouvrait devant le corps de ma mère. J'ai dû improviser une initiation. D'ailleurs, votre construction est tout à fait polyrythmique aussi. Enfin, il y a dialogue, il y a de la polyrythmie, il y a de l'improvisation, mais c'est assez simple. Tout d'un coup, on est là, on est en plein dans une histoire... justement, on est dans la cale, et puis tout d'un coup, vous parlez de l'élégance de votre mère avec votre sœur. Et d'ailleurs, vous dites quelque chose sur l'apparence, puisque vous parlez souvent de cette élégance et de ce costume. Et en fait, ça me rappelle ce que vous venez de dire là, comme quoi l'extérieur et l'apparence, se tenir beau avec des beaux vêtements, c'est aussi une manière de dire ce qu'on n'a pas pu dire. Ah oui, ça fait partie de la reconquête du corps. Le danseur récupère son corps. Il ne faut pas oublier que pendant l'esclavage, il y a eu les lois somptuaires. On empêchait aux esclaves de trop bien s'habiller, de porter des chaussures. Il fallait qu'on les distingue tout de suite. Donc, les Antillais ont un goût particulier pour l'apparence. Mais les belles couleurs, les beaux foulards, les bijoux à profusion, c'était aussi la reconquête de l'humanité. On récupère son corps, on prend possession de son corps et on en fait une sublimation permanente. Et ça on comprend mieux pourquoi les Antillais sont comme ça. Ça commence à changer un petit peu, mais il y a une très très grande importance accordée à l'apparence. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la brusque disparition va donner une importance incroyable à des photos, à de petits objets, à des plantes, à des saveurs, à des odeurs. Ce n'est pas quelque chose d'organisé, c'est une sorte d'embrouillement. Lorsque j'essaye de replonger dans cet instant, ce qui me vient, ce n'est pas un récit organisé, oui, cela, machin, et puis ensuite ça, et puis non, c'est véritablement quelque chose de chaotique, d'effervescent, de très fluide, de labile. On devine des choses, on les capture comme ça. La conscience, comme ça, est complètement affolée et essaye de constituer ou de retenir quelque chose qui est mouvant. Et ces choses, elles sont non seulement mouvantes, mais elles diffractent, elles appellent d'autres choses. Elles me renvoient à l'espèce humaine, elles me renvoient à l'esclavage. Et elles mobilisent tout ce qu'il y a en moi. En moi, il y a de la poésie, il y a de la musique, il y a des chants, et c'est une mobilisation. Ce qui fait qu'on s'aperçoit à quel point, lorsqu'on veut véritablement explorer une situation existentielle, qu'on veut véritablement saisir un moment de la vie, le récit est une absurdité. La structure narrative qui serait organisée et qui tenterait de donner une espèce d'apparence au réel qui serait ordonnée, machin, etc., ça n'a aucun sens. La polyrythmie est beaucoup plus proche du réel. Ce qui fait que cette structure n'est pas un exercice de complication inutile, c'est véritablement
le fonctionnement d'une sensibilité qui est stimulée par un élément. Ça peut être le blaf de poisson, on m'en mangeait. Ça peut être ce truc extraordinaire. Vous savez, on donne beaucoup les bananes jaunes aux enfants. La banane jaune, c'est sucré, c'est nourrissant, etc. Mais il y avait une sorte de légende qui est certainement juste. Quand on coupe la banane jaune, il y a le cœur de la banane. Ce sont des petits filets noirs, etc. Et toutes les mères antillaises prennent un soin tout particulier à enlever le cœur et pour donner. Et ma mère, elle le faisait, mais elle le faisait avec une telle application, une telle lenteur, un tel amour que jusqu'à maintenant, je ne connais pas geste de démonstration amoureuse plus complète. Ça, c'est vraiment une déclaration d'amour. Et la banane va me renvoyer à une infinité de choses, ce qui fait que la structure du livre ressemble un petit peu au déclenchement, aux extensions poétiques que le moment avait provoquées. Et c'est pourquoi je ne dirais pas c'est un récit, c'est un roman, c'est un essai, c'est ci, cela. Non, c'est une exploration poétique d'un instant, en sachant que l'exploration poétique, elle étend au maximum, elle provoque des extensions, elle diffracte, elle recompose avec des choses qui sont éparses, elle laisse la fluidité active, et puis elle fonctionne avec. Donc on a des saisies, on avance, et c'est ça qui est le plus intéressant, et qui laisse ouvert la complexité du monde, et qui laisse ouvert aussi le fait que l'instant de l'amour de ma mère me restera à tout moment inatteignable. Ce serait une prétention que de penser que j'ai pu restituer ce que ça a représenté, non seulement pour moi, mais pour mes frères et sœurs, mais j'ai pu, dans ce moment-là que j'ai confronté, deviner des choses et produire quelque chose qui peut aider à d'autres personnes à vivre ces moments difficiles. Et curieusement, c'est pour des gens qui n'ont pas ni en mémoire ni même en connaissance l'histoire de la communauté antillaise et plus généralement l'histoire de l'esclavage, cette manière de la mettre en scène et en rapprochement fait que vous concernez tout le monde comme on peut être concerné par la mort. Mais est-ce que vous pensez que réellement ça concerne tout le monde? Évidemment, je connais votre réponse, mais je vous pose la question quand même. Non, moi, ce que je crois, c'est que ce que le vivant a de plus fondateur, c'est la différence. C'est-à-dire, il y a un irréductible du différent. Et quand vous voyez n'importe quel écosystème, il est fait d'une très, très grande diversité et d'une multiplicité de différences. Le vivant, c'est d'abord des différences. C'est très, très rarement le même. Et la différence, c'est le moteur du vivant. Ce qui fait que il faut abandonner l'idée qu'on puisse entrer dans une sorte d'universel généreux, valable pour tous, etc. L'universel ne peut s'envisager si on garde l'idée que touchant à la réalité humaine. Ce qui fait que, vous savez, les Antillais, à commencer par Césaire, très souvent, ils vous disaient l'universel, on avait le souci de l'universel. On avait tellement peur de paraître folklorisant. Donc tout ce qui était... Je me souviens, lorsque j'ai écrit Solibo Magnifique, il y a un philosophe, un type extraordinaire qui s'appelait René Ménil et qui me disait, mais Solibo Magnifique, c'est un roman folklorique. Pourquoi? Parce que dans Solibo Magnifique, j'ai mis la recette du touffet de requin. Ma mère faisait le touffet de requin, une sorte de courbouillon de requin. Et Solibo Magnifique aimait ça. Mais pour bien comprendre ce que ça représentait, j'ai pris toute une description de tous les ingrédients, etc. Mais mettre une description d'un plat dans un truc, ça paraissait folklorique, surtout que c'était pas un plat occidental, c'est une espèce de truc de nègre, de pêcheur, donc ça paraissait le comble. Donc on a eu ce souci, sous prétexte d'universel, on se rangeait à des canons occidentaux, on laissait les saveurs, les odeurs, les obscurités particulières, et puis on se mettait exposé comme ça, comme des extoplasmes à l'universel. Moi, j'ai jamais eu ce souci-là. Pourquoi? Parce que je sais que, bien sûr, la brique du vivant, c'est la différence, mais que ce qui est important lorsqu'on est confronté à cela, moi je suis confronté à la mort de ma mère, mes frères aussi, nous vivons quelque chose. Je vis quelque chose que beaucoup d'êtres humains vivent, mais je le vis à l'antillaise. Quand c'est mobilisé autour de moi, il y a des zombies, il y a des soucougnons, je crois entendre des trucs dans les miroirs, la baronne a planqué des trucs. C'est notre culture qui nous donne les éléments. Parce que je sais que tous les peuples du monde ont déployé des dispositifs autour de la survenue de la mortalité. Donc c'est en touchant ce qu'il y a de plus sincère, de plus humain,
la vibration la plus profonde, que l'on rejoint les autres. On rejoint les autres par la plénitude de sa différence. Peut-être que, ma chère Yasmina, nous allons passer au troisième axe. Et si on a le temps, on lira le passage prévu plus tard pour aborder, donc vous avez déjà donné des pistes pour ça, cette mémoire poétique, puisque donc ça fait partie de cette polyrythmie, c'est que tout d'un coup nous voilà avec ces airs, avec Glissant, et on terminera avec ces galènes, et on passe même par Zola d'ailleurs. Et je voudrais qu'on puisse entendre un passage qui montre à quel point votre manque de n'être pas poète est quand même assez injustifié ou injuste. Je ne sais pas, ça dépend de quel point de vue on se place, puisque vous êtes à la fois donc romancier, conteur, historien, philosophe, anthropologue et chanteur. On vient de l'entendre, à moins que vous ayez à nous faire entendre plus cet aspect-là de vous-même, je ne sais pas. Mais en tout cas, un petit passage qui donne une autre musique du livre. 123, 124 du coup, c'est 336. 336, d'accord. Car le temps file. Pardon. Je sais aussi me souvenir de ces moments étranges où les vagues font silence, quand il n'y a plus qu'une huile qui imite le ciel dans ses commerces de bleu. Alors, ce qui brille en nous, autour de nous, n'est rien d'autre que des sourires qui passent, la lente marée des contentements qu'accompagnent les deux baguettes de vérité, les jambes du poète. Alors, on revient donc à ces absents de votre livre. Et le premier, donc pour quand même célébrer un peu cet anniversaire, fut préfacé par Édouard Glissant, qui disait « Patrick Chamoiseau est d'une génération qui n'a pas vibré aux généralités généreuses de la négritude, mais qui a porté son attention sur le détail du réel antillais. » C'est un peu ce que vous disiez là, mais... Ouais. Où est-ce que vous vous situez dans cette lignée d'écrivains martiniquais? Où est-ce que si on parle de disparition et d'héritage, parce que vous parlez de Césaire, de... Moi, je pense qu'il y a un moment fondateur qui est le cri, le grand cri de Césaire. C'est comme si, dans la cale du bateau négrier, celui qui n'arrivait pas à comprendre ce qui se passe dans la cale pousse le cri primordial, le grand cri de refus, d'indignation, enfin un grand cri. Césaire entend ce cri et le reproduit, et Césaire dira beaucoup le grand cri nègre, le cri, il a beaucoup utilisé le terme le cri, alors que Glissant va beaucoup utiliser le terme de la parole, et comme s'il fallait ramasser le cri, prendre la continuité du cri et l'articuler par tout le développement d'une conscience, d'une réflexion, d'une analyse. Et ce niveau de la parole, moi, je pense que c'est là où je me situe actuellement. Mais là où peut-être il y a une petite avancée, c'est que je pense que du point de vue du nous, le balisage de l'espace collectif, c'est-à-dire le surgissement de peuples composites, l'importance des mouvements relationnels pour comprendre cette identité particulière, cette présence du monde qui détermine des développements individuels, bon, tout ce que Glissant a un peu balisé, tout ça c'est en place. Et aujourd'hui, une littérature a moins, me semble-t-il, beaucoup moins qu'avant, une fonction collective. Elle n'a une fonction collective que par l'expérience que donne l'artiste ou que donne l'écrivain. C'est-à-dire que je ne représente rien.
Je ne représente ni la Martinique, ni la culture antillaise, ni la langue créole, je ne représente qu'une sensibilité, qu'un cheminement de conscience, qu'une manière de me tenir devant. Tout ça, oui, parce que Césaire avait cette exigence de clarifier l'espace du nous. On avait besoin, on se dit, mais c'est pas possible, nous sommes noirs, l'Afrique n'est pas là, nous sommes des sauvages. Il fallait véritablement essayer de restaurer, je dirais, le cadre narcissique global. Et une fois que ce cadre narcissique global a été restauré, il fallait voir ce qu'il y avait dans le miroir, enfin, dessiner les perspectives, les profondeurs, la complexité glissant la fait. Maintenant que c'est établi, aujourd'hui, l'artiste est seul. Et je pense que c'est l'esthétique contemporaine. Un écrivain ne représente que lui-même. Il ne représente qu'une expérience confrontée à la totalité du monde. C'est une conscience qui se retrouve dans un état du monde. C'est ça la fonction de l'art. L'art, c'est toujours la confrontation à un état du monde, une conscience particulière, une sensibilité, une esthétique, une éthique, quelqu'un qui essaye de se comprendre, qui essaye de vivre du mieux qu'il peut, qui essaie de dépasser ses petites angoisses, d'ordonner ses terreurs, de se trouver des extensions de toute nature, construit une confrontation au réel. Et cette confrontation constitue une expérience qui peut nourrir d'autres expériences. Et je pense que je suis de cette époque-là où le jeu qui nourrit le nous prend de plus en plus une fonction déterminante. Et il faut qu'on s'habitue à bien comprendre que les fraternités littéraires qu'on constituait sur la base du collectif, ah bon, tout le monde, ah, tu écris en français, donc tu es dedans, ah, tu as la peau noire, donc on va faire l'anthologie de la éducation négo-africaine, ah, tu es né en Martinique, donc tous les Martiniquais sont tes frères, etc. Tout ça ne fonctionne pas. Pour savoir quels sont mes frères en littérature, il faut voir le rapport au monde, le rapport à la langue, le rapport à la subjectivité, la problématisation du langage. Sont beaucoup d'éléments qui relèvent plus de structures d'imaginaire que de marqueurs identitaires traditionnels. Et là, il y a un vaste champ pour l'analyse littéraire qui s'ouvre. D'autant que le récit organisé était très lié à des, je dirais, à des densifications de communautés. Quand on raconte une réalité que la communauté a constituée. Le tout-monde constitue des fluidités, du chaos, de l'incertain, de l'imprévisible, de l'impensable, avec une individualité qui doit se construire seule, quasiment seule, avec tout ce qu'elle peut récupérer de ces grands flux qui parviennent. À ce moment-là, le récit ne tient pas. Ce qui tient, ce sont des saisies de monde, des confrontations au monde, et dans ces confrontations au monde, le tressaillement d'une conscience qui constitue un être humain. Et c'est ça qui est important pour nous, c'est de voir comment il a fait. Et un grand artiste, c'est quelqu'un qui vous nourrit. D'abord, il vous apprend à vous tenir en face de l'incertain, de l'impensable et de l'inconcevable, et en même temps, il nourrit votre propre expérience, il vous libère et vous permet d'exprimer ou d'improviser ce que vous pouvez devenir. Mais avec Césaire, dites-vous, il fallait toujours que la souffrance s'allie à la beauté. Et donc, on a passé ce cap-là, c'est-à-dire qu'après... Ah non, oui, c'est-à-dire que Césaire... Dans les paysages, si vous pouvez donner un exemple... Non, c'est pas aussi simple. Hein, oui. Non, Césaire, le problème, c'est que Césaire disait, nous avons un paysage, il faut en faire un pays. Le malheur, entre guillemets, des Antilles, c'est que quand quelqu'un débarque, on voit le côté paradis. Et même lorsque les types débarquaient pendant l'esclavage, ils voyaient des petites fleurs, des doudous, des machins. Ils ne voyaient pas l'exploitation de l'homme par l'homme, la misère honteuse faite aux nègres, etc. Donc, il est très, très difficile, quand on est aux Antilles, de dépasser la réalité paradisiaque. En plus, comme le récit colonial a effacé tous les autres récits, toutes les résistances, toutes les germinations, toutes les contestations, il n'y a que le récit colonial qui s'accorde bien à la folklorisation du paysage et qui vous donne un aveuglement général, d'une certaine manière. Donc Césaire, comme vous verrez, Césaire va regarder le paysage et c'est assez puissant. Les descriptions que Césaire va faire du paysage sont des descriptions terribles. Quand on voit dans le cahier d'Européen au pays natal, l'enfer va surgir dans l'apparence du paradis. Les fleurs les plus magnifiques vont être déconstruites dans des images d'une puissance incroyable. Il va restituer dans le paysage paradisiaque, il va restituer les vibrations de la terreur, de l'horreur, de la résistance, du combat. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et d'une certaine manière, ça nous a libérés de la perception doudouiste. Moi, aujourd'hui,
je peux chanter la beauté du paysage antillais voilà, parce que ça. Césaire a réglé la question. On n'est plus dans l'aliénation. Mais là où c'est pas aussi simple, c'est que Césaire, c'était une solitude aussi. Comme Glissant, c'est une extrême solitude. Je parlais de trucs collectifs parce que nous, on les abordait. Mais maintenant que j'ai compris que, en général, un artiste sincère, profond, qui exprime comme ça une aventure personnelle, il ne témoigne que de lui-même, confronté à une réalité. Et l'extrême singularité de Césaire est là. Maintenant qu'on le sait, on peut aller voir cet ovni qui représente Césaire. Vous n'allez pas le rencontrer, il n'y en a pas des milliers. Hein. C'est une espèce de surgissement absolument improbable, comme on a eu un surgissement Fanon, le surgissement Glissant. Ce sont des fortes individualités, ce sont des consciences solaires confrontées à des réalités, à des états de monde, et dans leur saisie, ils dépassent toutes les conjonctures. Césaire va beaucoup plus loin que la contestation de la colonisation. On le réduit à la contestation, à la décolonisation, mais là, on a une conscience sensible, puissante, qui exprime une humanité extraordinaire, confrontée à l'exploitation odieuse et confrontée aux complexités anthropologiques qui naissaient de la rencontre de plusieurs civilisations, etc. Donc tout ce récit incroyable, toute cette expérience-là, nous pouvons désormais relire le cahier de pays natal en enlevant ces histoires de décolonisation, tout le contexte historique qui est important, mais qui n'est pas à aujourd'hui, qui n'est pas déterminant. Quant à Glissant, c'est encore un ovni. Alors justement, cet ovni Glissant, alors évidemment, il y a ces pages que vous consacrez à son écriture nocturne et manuscrite, et qui sont magnifiques. Et il y a un petit passage qui va nous permettre de poursuivre avec lui, que va nous lire Yasmina. À la page 140 Non, c'est la 312. Il y a eu un petit changement. Des peuples nantis régressent dans de pauvres mystiques ou des rationalités mortes. Les démocraties se dénaturent sous des populismes effarants. Des peuples archaïques, noyés dans leur environnement, éjectés de leurs boucliers mythiques et symboliques, pratiquent dans l'alcool, les drogues ou la stupeur des suicides collectifs. Les fanatismes, la désespérance et le désarroi, le stress omniprésent, le retour des misères archaïques, l'usage déstructuré des drogues, les décrochages sociaux, la recherche d'une accumulation absurde de richesses n'ont jamais été aussi puissants. En Méditerranée, là, sous nos yeux, des enfants de migrants meurent à chaque instant. Des hommes et des femmes poursuivant une ultime espérance sont engloutis chaque jour sur la rive d'une Europe d'abondance qui marchande à milliards une indécente tranquillité. Que l'on se rende compte ou pas, le fait que l'impensable soit là, qui nous fixe impavide, atteint les rives de nos paupières, effrite les berges de notre esprit, décape l'échappée jusqu'alors sans chemin du songe contemporain. Le courage le plus déterminant serait de le fixer à notre tour sans trembler. Je vais te dire pourquoi. Bon, je ne sais pas si vous aurez le temps de nous dire pourquoi vraiment ce soir, mais en tout cas, c'est cet état du monde-là que vous, Patrick Jamoiseau, auquel vous êtes confronté, enfin comme nous tous, mais vous êtes confronté avec cette vision du tout-monde de Glissant qui sûrement vous aide, comme elle peut aider. Alors, comment est-ce que vous avez incorporé cette pensée, cette poétique, à la fois en proximité, puisque vous avez travaillé avec lui, et maintenant seul, mais encore avec lui, et j'allais dire, qu'est-ce qui va se passer après? Enfin, bon. Parce que vous le faites de manière un peu comme ça,
presque quotidienne dans votre rue François Arago, qui d'ailleurs, je ne savais pas que ce monsieur avait promulgué le décret de l'abolition de l'esclavage en 1848. Donc c'est dans cette rue que vous avez passé votre enfance, à Fort-de-France, et vous parlez des Syriens, des pacotilleuses qui amenaient le monde comme ça. Bon, ça c'est une certaine vision des choses, mais celle que vous avez décrite dans la page qu'on nous a lue là, voilà. Oui, c'est assez J'allais dire à quoi ça sert glissant, à quoi ça sert chamoiseau, finalement, c'est ça la question. Chamoiseau sert à rien, mais glissant, c'est pas mal parce que dès les années 50, dans Soleil de la conscience, alors que le monde est assez simple, les blancs contre les noirs, les colonisés contre les colonisateurs, le renversement des frontières, des nationalismes, enfin bon, on était tous anticolonialistes. Et Glissant participait, il était militant, il était associé au FLN, il participait du combat. Mais en même temps, dans Soleil de la conscience, il va écrire, mais le plus important, dessous cette écume un peu manichéenne, ce qui s'est produit, c'est que le monde, désormais, a fait monde avec la colonisation. Le rouleau destructeur et déshumanisant, enfin tout ce qu'on peut imaginer, cette catastrophe globale qu'a été la colonisation, a en même temps créé les conditions d'une globalisation. Les peuples se touchent, les civilisations s'interpénètrent plus qu'auparavant, une conscience globale est en train de se mettre en place, dans laquelle d'ailleurs le capitalisme va s'engouffrer pour parachever la globalisation financière. Mais il dit que face à cette mondialisation économique, bien sûr, on a beaucoup de gens qui tentent de résister au fait que le capitalisme non seulement prend les mauvais côtés de l'individuation, au lieu d'amener l'individu à plénitude, c'est-à-dire à relation, il en fait un consommateur égoïste, tourné autour de ces petits trucs. Ce qui fait que lorsqu'on veut résister à cette mondialisation, la tendance de la plupart des peuples et des individus, c'était de fermer les portes et les fenêtres. Les fondamentalismes, tout ce qu'on peut imaginer comme absolu, comme vérité, purification ethnique, identité nationale, histoire martiale. Bon, c'est des attitudes que nous voyons tout à fait aujourd'hui. Et Glissant nous dit non, le seul moyen de lutter contre la mondialisation, qui est un moteur capitaliste, c'est de garder les portes et les fenêtres ouvertes, mais les garder ouvertes dans une optique, dans un imaginaire qui serait celui de la mondialité. Et la mondialité, c'est le fait que désormais, les individus se sont dépris, je dirais, des ombres communautaires, peut-être qu'ils en gardent les lumières. Ils sont désormais à même de se rencontrer, les imaginaires se touchent, les langues s'informent, les contacts s'établissent, les histoires s'en mêlent, les mémoires font de nouvelles mémoires. Quelque chose de prodigieux nous rend riches de la totalité de la production de l'imaginaire humain et de la totalité des potentialités humaines. Et cette mondialisation-là, c'est le seul moyen de résister, cette mondialité-là, c'est le seul moyen de résister à la mondialisation capitaliste. Le capitalisme ne connaît pas la relation. Le capitalisme connaît la consommation, le standard, l'accompagnement des procédures faussement adaptées à l'individu, etc. Et ça, c'est important. Ce qui fait, et ça nous permet de comprendre que ce qu'il considère comme fondamental, c'est-à-dire le fait que le contact, cette globalisation a mis en place des dynamiques relationnelles. Les dynamiques relationnelles ont fait sauter les corsets symboliques. Alors vous pouvez, par exemple, un exemple de dynamique relationnelle. Toutes les dynamiques relationnelles, c'est tout ce qui permet aujourd'hui aux individus de s'exprimer en tant qu'individu, c'est-à-dire l'extrême mobilité, on peut se déplacer, on peut changer de pays. Toutes les réussites technologiques, ce sont des réussites qui permettent à la fois la mobilité et l'expression d'une singularité personnelle, téléphone portable, etc. etc. On quitte le collectif, c'est un peu comme la grosse horloge qui quitte le fronton de la mairie et qui se transforme en montre et qui tout à l'heure va rentrer dans notre peau et on aura l'heure directement reliée à notre... Donc on a un processus d'individuation qui est extrêmement rapide. Et là, les grands corsets symboliques communautaires ont sauté. Certains peuvent se raccrocher à ça, chercher des mystiques collectifs. On aura toujours ça, mais fondamentalement, l'individu se retrouve forcé de se construire lui-même. Avant, il se construisait
sous le diktat de la communauté, avec les rituels de la communauté, avec l'organisation de la communauté. Aujourd'hui, nous avons des sociétés d'individus qui ne sont pas monolithiques, ni du point de vue de la langue, ni du point de vue de la religion, ni du point de vue... Ce sont des lieux multitransculturels. Et le plus important dans le multitransculturel, c'est le trans, c'est-à-dire des phénomènes de synthèse, d'hybridation, d'opposition, d'antagonisme. Enfin, vous voyez ce chaos qui est en train de se passer. Aujourd'hui, l'histoire nationale doit raconter des histoires. Le récit collectif doit raconter une infinité de présences. La mémoire de chacun, c'est la mémoire de tous. Et ce sont des tresses de mémoire. Cette nouvelle complexité donne à l'individu une extension de possibilités. Avant, il y avait le jeu qui était donné par la communauté, comprimait toute la multiplicité de l'individu. Aujourd'hui, comme le jeu est plus ou moins tremblant et fissuré, la multiplicité, c'est-à-dire nos potentialités intimes, la multiplicité de ce que nous pouvons être, c'est considérablement élargi. Et ça crée une angoisse terrible. Terrible, c'est-à-dire que quand vous voyez tous les phénomènes de dépression qui se produisent, l'hyperconsommation qui essaie de remplacer d'anciennes nourritures psychiques et symboliques, on s'aperçoit que cette angoisse-là, c'est le fait que nous ayons été éjectés du prêt-à-porter existentiel et symbolique que donnait la communauté. Nous devons tout construire nous-mêmes. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et Glissant propose cet imaginaire de la relation qui nous permet de comprendre pourquoi je disais l'artiste est seul. L'expérience de la solitude face à la mort de sa mère, bon, bien sûr, il y a des restes de collectifs qui se mettent en place, mais on s'aperçoit que ça ne suffit plus parce qu'on n'y croit pas vraiment. Moi, j'ai prié, j'ai pris les chapelets, j'ai fait un peu tout ce qu'il fallait faire, j'ai caché les miroirs, j'ai fait vraiment tout ce qu'il fallait faire. Mais je sentais bien que ça ne suffit pas et qu'il y avait un travail que je devais faire moi-même, tout seul, c'est-à-dire récapituler ce que j'étais, mobiliser toutes mes ressources, mobiliser tout ce qui me constituait et fournir comme ça une sorte de, je dirais, de saisie qui constituerait ma renaissance. Et ça, tout le monde doit le faire. Tous les moments déterminants de l'existence d'un individu doivent être transformés en des seuils fondateurs et refondateurs. Et ça, nous devons apprendre à le faire. Et ce sont les artistes qui peuvent nous l'apprendre. Et en cela que Glissant est fondamental. En nous donnant la beauté. Quand on fréquente la beauté, on est à l'abri de beaucoup de misère. Voilà. Alors, sur cette parole... qui ne demande qu'à continuer, mais comme l'heure tourne et qu'on a dit qu'il y aurait justement cette participation et ce partage, je vous propose de passer un petit temps de dialogue, tout ce que vous avez envie de demander à Patrick Chamoiseau, puisqu'on a la chance de l'avoir avec nous. Donc il y a toujours ce moment où il faut... Ah, mais il n'est pas long ce moment. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Je lève son micro. Extrêmement vite. Je ne suis pas antillais d'origine, mais des origines encore plus complexes peut-être que les vôtres. Mon père était mauricien et ma mère était alsacienne. Et ils sont connus évidemment à Paris dans les années 20. Voilà. Parce que mon père donnait des leçons d'anglais et ma mère qui voulait devenir une parfaite secrétaire alsacienne, mais apprend le français, etc. On lui a dit, apprends aussi l'anglais. Voilà. Et voilà d'où je viens. Maurice, vous le savez mieux que personne, c'est encore plus complexe à la limite, parce qu'il y a aussi l'apport indien. Il y a l'esclavage venant de Madagascar, principalement. Il y a les Chinois, etc. Et il y a aussi un petit peu de breton. Surcouf. La grosse blague mauricienne, c'est dire les Mauriciens sont formidables parce qu'ils descendent tous de Surcouf. Bon. Simplement, mon témoignage personnel, c'est que moi, j'essaye de mettre sur papier ce que j'appelle mes mémoires au féminin, les mémoires qui reviennent. Et peut-être contrairement à vous, elle remonte à la toute petite enfance, pendant la guerre, etc., etc. Je passe sur les détails. Et votre question, monsieur? Alors, ma question, c'est est-ce que j'ai eu raison d'essayer de donner un titre à ces mémoires-là? C'est où suis-je? Je suis nulle part. Où est-ce que je me sens être partout ailleurs? Donc c'est nulle part, point d'interrogation, point de suspension, ailleurs, point d'exclamation.
ce que vous en pensez. Non, moi, bravo. Je pense que vous avez raison. Ce qu'il faut considérer, c'est que toute création est un acte d'autorité. Et après, c'est la question du talent. Si vous avez du talent, on le verra. Si vous n'en avez pas, on le verra aussi. Mais je pense que lorsqu'on est créateur, c'est véritablement un acte d'autorité. On se fonde, on fonde son monde, on fonde son univers, on fonde sa rythmique, on fait ses choix, et puis voilà, quoi. Et c'est en cela que ça permet la construction d'une conscience individuelle. Vous avez raison. Je vois des doigts qui se lèvent là à l'étage. Oui, en fait, par rapport à l'artiste qui ne représente que lui-même, alors je me disais que ce n'était peut-être pas si simple que ça, parce que l'artiste n'a pas été l'art. L'art, c'est aussi une mission que peut-être la société de politique a attribuée à l'artiste. Quand vous me dites que l'artiste ne représente que lui-même, c'est vrai, d'une certaine manière. Effectivement, le chemin doit être fait tout seul, mais sauf que de tout temps, la mission qui a été toujours dévolue aux individus, c'était de retrouver leur propre voix. Et c'était de retrouver leur propre voix tout seul. Ça m'a rappelé un documentaire que j'ai vu sur le Bénin, le vaudou béninois, où il y a une dame qui vous dit, si vous, comme je dis, l'initiation vaudou vous apprend à devenir ce que vous êtes. Donc il n'y a pas plus structuré, plus communautaire que la société béninoise. Et pourtant, on vous dit que en étant intégré dans la communauté, en étant intégré dans cet univers qui est tellement vaste, vous vous retrouvez. C'est à ce moment-là que votre parole va devenir universelle. Et je crois que c'est l'une des missions aussi de l'artiste, en se retrouvant, de vibrer sa corde pour que le monde lui-même puisse se retrouver. Donc, en ce sens, qu'on ne peut pas dire que l'artiste ne représente que lui-même. Je ne suis pas d'accord. Hein. Je pense que c'est vrai que les structurations communautaires donnaient à l'artiste des dispositifs qui lui permettaient toujours d'exprimer une individuation, une individualité. Un artiste, c'est toujours quelque chose d'assez singulier. Et c'est vrai que là, au départ, est au service d'un projet communautaire, d'un projet collectif. Et la singularité de l'artiste venait compléter, ajouter, parfaire une cohérence communautaire. Mais aujourd'hui, nous ne produisons pas de communauté. La relation ne produit pas de communauté. La relation produit de la solidarité. Nous produisons du solidaire. Le communautaire suppose des dispositifs sacralisés, des corsets, des explications globales, maintenues fixes et transportées par tous les éléments de la communauté. Aujourd'hui, nous avons une extrême fluidité de la totalité monde, et dans cette extrême fluidité, nous ne pouvons proposer que des expériences. Alors c'est vrai qu'il y a une pratique artistique, mais cette pratique artistique qui vient de toutes les techniques et de la récapitulation de tout ce qui a été fait dans l'histoire de l'art, reste éminemment quelque chose d'infiniment singulier. Et ce dont l'artiste témoigne, il témoigne de son expérience humaine très, très singulière. Mais quand l'expérience humaine est exprimée avec talent, entre guillemets, elle est valable pour tous. Et c'est là que le communautaire peut s'en inspirer. Mais le communautaire qui va s'en exprimer, je dis communautaire entre guillemets, ce communautaire-là va être interprété, récupéré par une multiplicité d'individus et va se répartir dans des dispositifs qui ne sont pas des dispositifs communautaires, des patries, des nations, mais des réseaux de sensibilité, des structures d'imaginaire qui vont associer des gens qui n'ont peut-être pas la même langue, pas la même couleur de peau. Cette ancienne structuration, aujourd'hui, n'a plus cours. Les amis sur Facebook ne sont pas du même pays, du même truc. Vous savez qu'il y a vraiment une espèce de circulation très, très intense. Et l'artiste retrouve, et Glissant appelait ça les lieux communs. C'est-à-dire que quelle que soit la singularité qu'on l'on exprime, comme ça on a une expérience, on se débrouille comme on peut dans la complexité du cas au monde, on produit ces saisies narratives, ces organismes narratifs, mais il y a je dirais, des proximités avec tel autre de tel endroit. Et les fraternités ne sont pas données par les anciens marqueurs identitaires, sont données par des structurations d'imaginaire. Donc cette solitude, effectivement, crée du solidaire, mais ne crée pas du communautaire. Quand vous intervenez... Le micro arrive, je ne sais pas si on vous entend. Je n'aime pas trop les micros.
Quand vous intervenez sur un plan politique, avec des positions identifiées, proches de... J'ai pas envie de le dire, parce que voilà. Proche de quoi? Proche du parti de gauche ou des communistes. Proche de l'humain. Oui, non, mais c'est... en fait, j'ai envie de vous demander qui intervient. Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est l'écrivain? Quel lien faites-vous entre les deux? Et je précise ma question parce que, enfin, très, très humble lecteur de Glissant et très modeste lecteur de Patrick Chamoiseau, j'ai le sentiment que ce sont des mondes de création très ouverts, immensément tolérants, et j'ai du mal à, comment dire, à penser que ces mondes-là puissent s'inscrire dans une proximité avec un parti politique. Et là, je parle absolument pas du bord du parti politique, peu importe quel bord politique, mais que ces mondes de création puissent s'inscrire dans la logique militante d'un groupe qui a un certain nombre de positions identifiées. Un ancien corset, on va dire. Encore une fois, oui. Oui, peut-être un corset, merci. Oui, vous avez raison. Ouais. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que moi, je n'ai pas de carte de parti. Je l'ai fait une fois. Moi, je me considère comme un indépendantiste. Je suis un indépendantiste, donc je ne renonce pas à un État martiniquais dont il faudrait discuter, mais je n'ai jamais été encarté d'une certaine manière. Il y a une très, très grande liberté dans mes choix. Et c'est vrai que la liberté totale de création, parce que là, il n'y a pas de mission, il n'y a rien. C'est mes propres angoisses, mes terreurs, mes problèmes, mes questionnements que je traite par mon activité littéraire. Ça produit à la longue une poétique, et aussi une esthétique et aussi une éthique. Et lorsqu'on dispose d'une éthique, on est confronté quand même aux soubresauts du capitalisme, des horreurs que nous voyons actuellement. Et on ne peut pas ne pas s'indigner. Moi, je me souviens des coups de téléphone que j'appelais, que me passait Glissant en pleine nuit parce qu'il avait entendu je ne sais quoi. Il avait une capacité à plus de 80 ans à s'indigner, quoi. Il était une indignation totale. Mais c'était une indignation qui restait dans le champ du poétique. Il n'était pas question d'aller militer de manière traditionnelle. Ceci étant, l'action est impure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation idéale dans laquelle on pourrait mettre le petit doigt et qui vous préserverait de toute contingence. Donc l'action étant impure, quand vous recevez des dizaines et des dizaines de demandes, de manifestes, de pétitions, de trucs, on ne peut pas rester comme ça à dire non, je ne me mouille pas. D'autant que je pense qu'une fois qu'on a identifié le fait que l'action est impure, agir, c'est véritablement entrer dans un dispositif de déflagration du réel. Morin appelle ça l'écologie de l'action. Vous faites quelque chose et puis après, ça provoque dans le réel un certain nombre d'effets. Moi, je crois qu'il ne faut pas refuser de le faire. Il ne faut pas refuser de dire je suis plutôt de ce côté-là, en veillant simplement que l'éthique soit respectée. Mon éthique... elle est très forte, elle existe. L'éthique complexe est très particulière. Bon, c'est pas, n'a rien à voir avec une morale élémentaire, bon, mais elle existe et elle me pousse à prendre position. Et je pense que c'est mon devoir, en sachant, en connaissant les limites et les impuretés de l'action. Ça, on n'y échappe pas. Mais il faut le faire, parce que je sais que si on reste silencieux, si on s'enferme dans des tours d'ivoire, etc., on laisse le champ libre à beaucoup de choses. Et une des raisons, par exemple, qui nous a poussé à parler d'Obama, c'était on était frappé, on a un surgissement absolument incroyable, un noir qui
qui est nommé à la tête de la nation la plus puissante dans un pays qui a des millénaires de racisme. Bon, c'est vraiment un événement poétique. Et quand on voit les explications qui étaient laissées aux économistes, aux sociologues, à patenter, machin, on s'est dit non, il y a une vision poétique qu'il faut porter. Et Glissant a toujours eu l'intraitable beauté du monde. Glissant a toujours eu ce souci je dirais, de l'éclaboussement poétique. Éclabousser les faits avec une vision poétique. Parce que éclabousser les faits avec une vision poétique, ça jette dans le réel une infinité de possibles. Et ça peut germer dans d'autres esprits, d'autres expériences. Donc on tenait à le faire et ne pas laisser la seule parole aux économistes, aux politiciens professionnels et à toutes sortes d'explicants qui ne supportent pas l'inexplicable. Oui. On attend juste le micro. Allez, c'est au premier rang. Mademoiselle, c'est au premier. Ah, merci. Merci. J'aurais bien aimé justement que vous nous parliez de façon subjective de votre relation avec M. Glissant, de sa disparition, puisque on évoque les disparitions, voilà, de façon préférablement subjective. Très subjective. Moi, quand j'ai commencé à écrire, j'étais très césarien. C'est-à-dire, j'avais un rapport à la langue française hyper élaboré, très, très particulier, césarien. Il y a dans le ton de Césaire, son approche de la langue, une espèce de noblesse, d'élévation, de force. Et je traitais la langue française comme ça, quoi. Mais en traitant la langue française comme ça, je me coupais d'une réalité qui était une réalité créole, dévalorisée, enfin une partie de moi qui était laissée de côté. Et l'autre élément, c'est que la langue, quand elle n'est pas problématisée avec la totalité de ce que vous êtes, elle peut aussi vous avaler. Même si un Antillais va déconstruire la langue comme le faisait Mallarmé ou n'importe quel poète français, je pense qu'il rate quelque chose. Ce n'est pas cette déconstruction-là qu'on attend. On attend quelque chose qui mobilise une réalité singulière, une différence. Et lorsque j'ai lu Malmort, et là, le français était pris en main par un imaginaire créole, déconstruit, on ne comprenait rien, ça partait dans tous les sens, une poétique absolument incroyable, aucune concession au convenu, à l'habituel, la musique est complètement inconnue, enfin bon, c'était vraiment un ovni et j'étais vraiment terrifié par ce texte-là et en même temps ça m'a infiniment libéré. Et là, c'est là que mon rapport à Glissant a été immédiat. D'abord parce que j'avais l'expression d'une autorité. C'était pas l'autorité de la langue qui agissait, c'était quelqu'un qui exerçait son autorité dans une situation linguistique complexe où il y avait du créole dominé, du français dominant, des réalités obscures, etc., et qui exerçait une autorité. Ça, je me suis nourri très rapidement de ça. Et Glissant, il a libéré d'une certaine manière mon langage, et depuis, je n'ai pas cessé de me nourrir de ce qu'il a produit. Ce qui fait que je suis allé le voir, il travaillait à l'UNESCO quand j'ai fini d'écrire « Chronique des 7 misères ». Et je lui ai donné à écrire, on lui demandait la préface. Il l'a faite assez tardivement, mais il l'a transmis au Seuil. Le Seuil n'a pas accepté. Enfin bon, c'est toute une histoire. Il s'est engueulé avec le Seuil parce que le Seuil n'avait pas vu le Chronique de cette misère. Il est parti du Seuil. Enfin bon, il y a toute une histoire assez complexe. Et puis je publie je publie chez Gallimard, grâce à René de Secati qui avait l'œil, qui a vu un truc. Et je publie ce livre magnifique. Et là où l'amitié s'est scellée, c'est que je vous récupère un exemplaire de ce livre magnifique chez Gallimard. Et comme il habitait place Fürstenberg, qui est un petit peu tout près, je me suis dit, tiens, je vais aller lui donner le livre. Pour dire, voilà, c'est mon deuxième livre. Et il a pris le livre, mais avec un contentement. Il était content de voir que j'avais un deuxième livre, etc. Et il m'a dit, on fait une fête. Et effectivement, il a organisé une fête pour le livre. Et ça m'a touché. Une célébration comme ça. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Alors bon, le rapport, c'était quand même une sale bête. Hein, c'est quand même pas quelqu'un de facile. C'était du conflit, des oppositions. C'était vraiment chaotique. Hein, ça. Mais bon, ça c'est ça la vie. Pour le reste, peut-être un jour que je raconterai tout. Mais la chose, c'est que j'ai toujours utilisé Glissant, non pas en analyste,
mais véritablement en créateur. Hein. J'ai toujours lu en créateur, et ce qu'il disait, je comprenais à demi-mot, et même quand je ne comprenais pas, c'était utile, et puis je fonctionnais avec, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai une compréhension poétique. Ce qui fait que quand on écrivait les textes ensemble, on était pratiquement d'accord. Là, on n'était pas d'accord, c'est sur le... Il modifiait la structure de la phrase, parce que lui, il a un courage terrible. Hein. On dit que la création, c'est un acte d'autorité, mais il n'y a pas de création sans courage. Il me disait souvent, quand on demandait à Faulkner qu'est-ce que tu penses d'Hemingway et tout ça, Faulkner disait Hemingway fait bien ce qu'il fait, mais il n'ose pas grand-chose. Et Faulkner mettait le courage au centre. Et Glissant avait un courage infini, c'est-à-dire que la phrase était vraiment prise avec autorité, cassée. Machin. Moi, je ménage encore des effets de compréhension, de petites musiques agréables. Je compose encore un peu, mais lui ne composait pas. Donc, il cassait. C'était vraiment impressionnant. Donc, ça, c'est des actes. Ce sont des leçons d'écriture qui sont importantes. Parce que l'écriture doit totalement renouveler le réel. Et un roman, enfin, s'il faut appeler roman, un organisme narratif, dans un organisme narratif, la narration n'est pas portée par la littéralité, la narration est portée par la matière langagière et par le courage et l'autorité du langage qui était employé. Ce qui fait qu'un texte narratif ou un organisme narratif, c'est une autorité, comme un poème, c'est une grande autorité avec un immense courage, c'est-à-dire qu'on va au-delà de toutes les conventions. On est dans l'obscur, on fréquente l'indicible, on exprime un inexprimable et on ne cherche pas Et ce qui fait que le lecteur, devant un phénomène comme celui-là, c'est un surgissement de beauté, et le surgissement de beauté est un renouvellement total de la perception. Il n'y a pas de renouvellement total de la perception s'il n'y a pas d'autorité et de courage, quoi. Je ne suis pas très courageux. Oui, donc j'étais à la Maison d'Amérique latine. Sylvie Glissant me l'a fait remarquer. Et je voulais d'abord vous dire toujours que je suis revenu parce qu'on s'est vu vendredi. Vous avez beaucoup souffert avec les dédicaces. C'est pour vous dire mon émerveillement et mon admiration. J'avais 2 questions. La première, c'est de dire, est-ce que vous avez été un peu influencé par un poète sénégalais, Birago Diop, quand il dit qu'il est mort, parce que la relation que vous faites entre les morts et les vivants, ça me rappelle un peu, moi je suis originaire du Sénégal. Et la deuxième question, quand vous parlez de la différence, et que tout le débat actuel vise au monolithisme pour être un bon citoyen. Il faut être comme le groupe ethnique dominant. Or, vous faites aujourd'hui l'éloge de la différence, de la particularité. Donc, est-ce que vous pouvez en dire plus dans le respect, en tout cas, de la République et de la cohésion nationale? Oui, Birago Diop, je l'ai lu, mais il ne fait pas partie de ce qui m'a structuré. J'ai une sentimenthèque, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas une connaissance experte de la littérature, mais j'ai gardé de tout ce que j'ai lu des dynamiques sensibles, parfois obscures, qui me nourrissent, que j'arrive à identifier. Mais pour Birago Diop, je n'ai pas... je l'ai lu à l'époque, mais bon, mais ça, c'est un phénomène assez particulier. Les sensibilités se rencontrent. Un livre mineur peut être déterminant, un livre majeur peut vous laisser foi. C'est très, très particulier. C'est quoi? J'aime bien l'idée de sentimenthèque. On fonctionne avec de petites choses. Je garde un livre dans ma bibliothèque pour une image, pour un mot, pour une phrase, pour une petite musique. C'est très, très particulier, c'est très complexe. Donc là, je n'ai pas de rapport fondateur à Birago Diop. Pour le reste, oui, c'est la différence. L'essentiel, c'est la différence. C'est-à-dire que quand on regarde un écosystème vivant, l'infinie profusion de la diversité, c'est ça qui maintient la vitalité du vivant. Et tous les écosystèmes vivants sont des écosystèmes ouverts. Il n'y a pas d'écosystème clos. C'est-à-dire que l'écosystème reçoit des données nouvelles. Alors, si vous faites une histoire nationale et que vous commencez à verrouiller tous les éléments que vous fermez portes et fenêtres, vous sortez du vivant.
Et quand vous sortez du vivant, je ne sais pas où vous êtes, mais vous n'êtes pas en tout cas, vous n'êtes pas dans le vivant. Ce qui fait que la vitalité aujourd'hui d'un individu, comme la vitalité d'un espace, d'un lieu multitransculturel, c'est sa capacité à mobiliser des dynamiques relationnelles. Vous savez, avant, on parlait de l'arbre généalogique. Alors le papa, la maman, le grand-père, on avait un arbre qui se déployait jusque dans la nuit des temps, et c'est ça qui déterminait l'individu. Aujourd'hui, vous pouvez faire un exercice très particulier, faites votre arbre relationnel. Et dans l'arbre relationnel, vous avez des musiques, vous avez des femmes, vous avez des cuisines, vous avez des bouts de pays, pas des pays entiers, mais des régions que vous aimez, vous avez des paysages, vous mettez tout ce que vous voulez dans votre arbre relationnel, et c'est ça qu'ils vont construire. Et vous apercevez que c'est une matière chaotique, un peu comme la matière de l'absence. Ça part dans tous les sens, il y a toute espèce de choses, des bouts de littérature, des phrases, des poèmes, des bouts de musique, et ça fait un arbre qui vous nourrit et qui définit une différence, une singularité irréductible qui ne ressemble à aucune autre. Et c'est parce qu'elle ne ressemble à aucune autre qu'elle est précieuse et qu'elle produit des solidarités. Parce que les différences appellent les autres différences, et l'appel des différences, c'est la solidarité. C'est la définition la plus exacte. On va aller au cocktail, non, je crois. Alors, je voulais remercier Yasmina qui peut venir nous rejoindre parce que... Et puis, on va entendre quelques notes de New York City, qui est un compas mythique des Haïtiens de Tabou Combo. Ah, il faut que j'en parle. Il faut en parler. Ah ben bon. Voilà. New York City, je l'ai décrit dans La matière de l'absence. D'abord, c'est un grand classique de la musique. Toujours dit que il faut écrire comme New York City, comme ça, c'est avec cette profusion et cette énergie. Donc, dans New York City, les Haïtiens sont puissants en musique, un peu puissants en musique qu'en littérature, d'ailleurs. Ça dépend New York des City. New York City, il raconte l'exil. Donc, on a au début le petit refrain, on dit, ouais, moi, je suis en exil à New York, comment je vais faire pour retourner dans mon pays? Donc, on sait qu'on dit là, bon, on est dans la tristesse, le pays est lointain, je suis loin de tout. Et puis, cet exil va se transformer en une célébration rythmique, avec des improvisations, des ruptures, des diffractions, des emmêlements, des spirales, un truc absolument incroyable, où l'exil prend une espèce de consistance à la fois terrible et joyeuse jusqu'au bout, quoi. Et ça, et ce qui est assez extraordinaire, qui m'a aussi donné un peu la structure du livre, c'est qu'au départ, on parle d'exil, et pendant plusieurs minutes, on ne parle plus de rien. On ne fait que célébrer comme ça le mouvement d'exil. Vous avez le même phénomène dans Patience. C'est patience, etc., etc. On nomme la patience, on dit qu'il faut de la patience dans la vie, et après, l'orchestre, c'est une célébration de la patience qui est un truc absolument incroyable, qui soulève à la fois des enthousiasmes, des vibrations, qui réveille le corps, qui le structure de l'intérieur, et à la fin, vous vénérez la patience et vous dépassez l'exil. Voilà, écoutez New York City. Et pour écouter, parce que ça c'est un exemple, je cite juste une dernière phrase de Patrick Chamoiseau. « Il ne suffit pas d'aimer, fais ta grande joie de ce que tu aimes. » Ah ouais. Ah ouais. Merci. Il faut faire vite, ouais. Merci pour tout. Merci et beaucoup. Écoutons Tabou Combo. Loin de ma terre natale, debout, on y va. Loin de toute affection, n'a fait plus aimant. Travaille toute la journée.